Salut tout le monde, bienvenue au Bourrasque Podcast où est-ce qu'on a eu le deuxième épisode avec Jean-Marc de Jonc, VP chez La Presse. Comment tu as trouvé ça, Marc? Ben, écoute, c'est une entrevue inspirante dans laquelle le design thinking a été présenté comme étant vraiment le moteur de cette transformation numérique. On a pu voir avec Jean-Marc l'ensemble des étapes et où l'empathie est au cœur de la transformation. Donc, on est bien content de vous partager cette expérience-là qui a amené à la production là, d'un nouvel environnement numérique là, pour la presse. Ouais, vraiment, super inspirant. On a appris c'est quoi les plus gros défis qu'ils ont vécu en termes de transformation numérique, comment faire face à la résistance au changement, puis comment créer une culture d'innovation continue. Donc, ça n'a pas manqué. Sur ce, bon podcast! Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode du Bourrasque Podcast, le podcast où est-ce qu'on inspire puis on aide les professionnels du Québec à entreprendre puis à innover. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Jean-Marc de Jonc, que j'ai rencontré dans un voyage d'affaires à Rouyn-Noranda, qu'on a eu des belles discussions, on a regardé les Canadiens se faire démolir en série aussi, un beau petit resto du coin à Rouyn. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis pour ceux qui connaissent pas Jean-Marc, je vais vous expliquer un peu c'est qui. C'est un vice-président stratégie et produits numériques à La Presse, un vrai visionnaire reconnu pour avoir orchestré, inspiré la transformation numérique à La Presse. Visionnaire reconnu pour avoir orchestré cette transformation numérique et aussi l'architecte derrière La Presse Plus, l'application qui a révolutionné la manière de consommer les nouvelles au Québec. J'ai eu l'occasion d'écouter sa conférence très inspirante sur le mindset innovateur. Puis il nous partage ses années, ses secrets pour innover dans un monde qui est en perpétuel changement. Donc, dans notre épisode, on va parler de leadership, on va parler de culture d'innovation, design thinking, centré client, transformation continue. Donc, un grand merci Jean-Marc, d'être avec nous aujourd'hui. Merci Antoine, très heureux d'être là. Très heureux de rencontrer aussi Marc. Oui, effectivement, on a eu du temps pas mal ensemble à Rouyn-Noranda. Ouais. Tout seul dans le petit avion, et ainsi de suite. Là, tu as parlé que j'étais l'architecte derrière La Presse Plus. J'ai plein d'architectes qui doivent rire très fort présentement. Mais oui, j'ai compris. Mais oui, très content. J'espère qu'on va réussir à inspirer, à démystifier un peu l'innovation puis la transformation des organisations. Parce que je pense qu'un des plus grands problèmes, souvent, c'est que les gens voient ça comme du rocket science, comme très complexe. Ils ont de la misère à savoir par quel bout on commence ça, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, ce que j'essaie de faire dans mes conférences, Antoine, c'est simplement de leur montrer que c'est beaucoup plus simple qu'on pense, puis se mettre en action, ça devient maintenant un mouvement qui doit être continu. C'est juste par où on commence. C'est des petits trucs. Alors, j'espère qu'on va réussir dans notre heure à inspirer les gens, puis à se rendre compte, on se lance, là, c'est pas si difficile. Ouais, puis souvent, c'est un jargon technologique, puis ça fait peur à l'occasion. Là, fait que utiliser des termes plus simples, puis on arrive à faire une transformation là, à travers ça. Ben, t'as raison, Marc. Puis le défi, c'est qu'il y a beaucoup de mythes. Hein. On pense que c'est du génie. Là. Tu sais, tu m'as présenté comme j'étais l'inspiration de La Presse Plus, mais tu sais, je suis un gars bien ordinaire. Là. Je suis pas quelqu'un qui a un quotient d'intelligence de 442, puis qui fait juste penser. Tu sais, c'est pas ça. C'est juste un moment donné. Tu sais, c'est de partir avec des bons réflexes. Puis ce qu'on va parler, j'espère, aujourd'hui, c'est de donner juste des bons réflexes aux gens. C'est arrêter de partir avec une solution, mais de commencer avec un problème. C'est arrêter de penser que c'est quand il y a des disruptions, mais c'est se mettre en mode de transformation continue, c'est-à-dire de mettre notre organisation, de se mettre nous-mêmes, nos équipes en mode apprenant, qu'on touche les trucs, puis ainsi de suite, puis juste de reconnaître les bons réflexes. Oui, absolument. Depuis 20 ans, tu as été au cœur de sa transformation numérique à La Presse. Peux-tu nous raconter comment ça a débuté, cette grande aventure-là? Puis aussi, ça a été quoi un peu ton rôle dans cette transition-là, tout de l'univers du papier vers le numérique? C'est très drôle parce que je me vois, quand je regarde ma carrière, je me dis, finalement, quand je regarde ce que j'ai fait, j'ai été un agent de changement toute ma vie. Mais mon aventure avec La Presse commence avec moi qui fais de la résistance au changement. Parce que je suis dans le groupe, puis je travaille dans les médias puis de groupe depuis plus de 30 ans. Je suis au Nouvelliste à l'époque, on est en 2002, et La Presse se prépare à changer ses nouvelles presses. C'est une histoire qui est intéressante aussi, mais pour répondre à ta question, pour la ramener à mon parcours,
moi, je m'occupe à ce moment-là, Nouvelliste, donc un autre journal à Trois-Rivières, de la techno. Je suis responsable de la technologie, mais aussi de la production des opérations. Puis, honnêtement, je suis heureux. Tout va bien. Je suis maître de ma colline. Je suis le gros poisson dans mon petit aquarium. Je fais ce que je veux dans le sens que tous les projets que je propose passent. J'ai un petit violon d'ingre parce que j'étais un astrophysicien frustré, mon frère, dans la vie. Je voulais être astrophysicien quand j'étais jeune. Et pendant que j'étais à l'université, ma copine est tombée enceinte, donc j'ai été très pragmatique dans mes choix. Je me suis en allé en ingénierie, mais j'aime l'astrophysique. Puis en astrophysique, il y a un truc qui est vraiment important. Tu étudies les étoiles par les spectres de la couleur. Fait que mon violon d'ingre, pendant que j'étais au Nouvelliste, c'est la gestion de la couleur. C'est vraiment comme un sideline, là, puis je suis pas pire là-dedans. Et comme la presse est en train de préparer ses nouvelles presses avec Transcontinental, qui va être l'imprimeur, ils cherchent le spécialiste de la gestion de couleurs pour les médias comme les journaux au Québec. Puis M. François Olivier, qui est responsable de Transcontinental, dit à M. Crevier, il travaille déjà pour toi, il est à Trois-Rivières. Alors là, il m'offre un poste pour venir à la presse. Et je refuse, parce que je viens de Montréal. Moi, j'ai passé, jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais à Montréal, et je suis tellement heureux en région, je suis tellement bien dans mon petit aquarium que je dis non. Et je vais dire non 3 fois. Ah ouais, 3 fois, je refuse le poste. Et à un moment donné, mon patron vient me voir dans mon bureau, il dit « Hey, Jean-Marc, il dit la presse te veut vraiment, tu sais. » Fait que je fais comme, je savais même pas qu'il était au courant que la presse m'offrait le poste. Fait que je lui dis « Ah oui, mais j'ai déjà refusé 3 fois. » Il dit « Ouais, c'est ça, Jean-Marc, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. » Ben, je dis, c'est quoi la bonne nouvelle? Fait qu'il dit, te veulent vraiment. Ben, OK, j'avais compris. C'est quoi la mauvaise? Il dit, ben là, ils nous ont offert, vu que tu veux pas aller travailler pour eux autres, que le Nouvelliste te prête à la presse pour les 2 prochaines années, pour démarrer les nouvelles presses. Okay. Là, j'ai fait comme, oh my God. Donc là, j'avais comme un fusil sur la temple, mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment en résistance au changement à fond. Puis là, j'ai fait comme, OK, c'est devant moi, ça va arriver. Comment je peux en faire pour en faire une aventure intéressante? Donc, mon parcours à la presse, c'était de refaire les workflows pour démarrer les nouvelles presses. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à peu près 6 ans plus tard, je serais celui qui lancerait un projet pour arrêter ces presses-là. Incroyable. Incroyable. Puis ça a été quoi ton shift pour justement comme arrêter d'avoir cette résistance au changement-là, puis d'embarquer un peu dans la motion du changement, puis de la transformation? Comme je te dis, je vois que j'étais un agent de changement, mais ce que j'ai appris assez vite, c'est qu'on est, même si on pense qu'on est toujours ouvert au changement, c'est humain de toujours finir par être résistant au changement. C'est-à-dire que on est ouvert au changement jusqu'à ce qu'on soit confortable. Ouais. Quand on est confortable dans quelque chose, puis qu'on est le maître sur notre colline, puis on est l'expert, ou que tout est facile parce qu'on maîtrise le contexte, dire « je m'ouvre à quelque chose d'autre », c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a un sacrifice, il y a une perte, on a un biais face à la perte de quelque chose. Tu sais. Il y a un inconnu qui se présente. Là, exactement. Je fais une anecdote un peu bizarre. Ma conjointe et moi, mon fils, à un moment donné, s'intéresse au sport de neige. On est vraiment contents, mais lui, il veut faire du snowboard. Elle a fait du ski alpin de façon presque experte. Moi, je suis pas très bon. Donc, moi, mon sacrifice de dire je vais l'apprendre la planche à neige avec lui, il n'est pas grand. Tu sais, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, Antoine, je t'avertis. J'ai eu 2 années où j'ai eu de mettre mon ego de côté. Mais mon point, c'est que c'est beaucoup plus facile d'apprendre ou de sauter dans du nouveau ou de ne pas résister au changement ou d'accepter le changement. Quand ce qu'on quitte est pas, on n'a pas investi énormément de temps, on n'a pas énormément d'expertise. Ce que j'essaie d'expliquer dans mes conférences, puis j'utilisais l'analogie tu te rappelles, du piège à banane? Oui, absolument. C'est le fait que le piège à banane, pour ceux qui nous écoutent, c'est que je montre dans mes conférences qu'il y a une façon réelle d'attraper les chimpanzés, les singes que les agriculteurs utilisent pour les éloigner de leur récolte, qui est simplement de mettre une calebasse sur une branche à un endroit où le singe passe souvent, ils mettent un fruit dedans. Le classique, là, le singe peut rentrer sa main facilement, mais s'il tient les fruits, il n'est pas capable de sortir sa main de là. Puis, parce qu'il a appris toute sa vie que quand il trouvait des fruits frais, n'importe quoi, qui sentent bon, t'es prends, t'es gardes, puis tu mais là, ce réflexe-là le piège. Puis il va s'épuiser à essayer de sortir sa main sans jamais la lâcher, puis ils vont venir le cueillir parce qu'il est épuisé, il va même pas débattre. Mais le penchant pour moi, la résistance au changement est le même, c'est que
quand on a été programmé toute notre vie, puis on a investi beaucoup de temps dans une recette gagnante, dans quelque chose qui nous a amené beaucoup de succès, dans l'optimisation d'un produit, dans l'optimisation d'un service, de notre usine, de notre machine, puis on y a mis tant d'amour puis tant de bébelles, dire « Ah, je suis ouvert au changement, je vais tout sacrifier ça pour quelque chose de nouveau », c'est excessivement difficile. Ouais. Alors, ceux qui ont le plus de difficultés avec le changement, c'est pas les bornés, c'est ceux qui ont eu du succès. Alors c'est de se réinventer, c'est de revenir à l'origine. Il faut que tu retournes dans la vallée des débutants. Il faut que tu retournes dans l'apprentissage. Il faut que tu acceptes d'être inconfortable parce que tu n'as pas toutes les réponses. C'est ça, la résistance au changement. Et elle est humaine. Alors même moi, agent de changement qui connais tout ça, je me fais prendre. Je me fais prendre souvent. Un nouveau système d'opération qui vient de changer, je maîtrise parfaitement c'est une nouvelle techno. Il y a un petit bout au début, je fais comme « Ah non, pas un autre à apprendre. » C'est normal, tu sais. Ouais. Puis donc, être sensible à ça, ça t'aide aussi à l'idée tes équipes, puis à respecter leur rythme, à comprendre ils sont où, puis à comprendre que ton défi, c'est pas juste de leur faire embrasser du nouveau, mais c'est de leur faire comprendre pourquoi ils doivent abandonner l'ancien. Une notion de communication là, qui vient en ligne de compte. Là. D'empathie. Tu leur expliques à quoi ça va servir, puis tu te diriges vers un but, un objectif. Là, absolument. De communication, mais d'empathie. C'est-à-dire de se rappeler comment nous aussi, on se met dans des trucs des fois où le nouveau n'est pas si le fun que ça. Là, ouais. Alors, puis comment tu peux créer des environnements où peut-être de l'expérimentation ou des zones, j'appelle, apprivoiser ce nouveau-là. Vivre voir les bénéfices, pas juste voir. Mais ton réflexe humain, ça va être en premier de voir ce que tu abandonnes. Puis ça prend de l'empathie pour comprendre, parce que tout le monde devant le changement, c'est quoi notre premier réflexe? C'est « what's in for me? Ouais. » Alors, c'est cette empathie-là. Alors, puis des fois, il faut être empathique envers soi-même. Ouais. Empathie, Antoine, empathie. Design thinking. Oh, on va revenir à ça. Ah non, absolument. C'est vrai que c'est délaissé souvent dans le sens... C'est crucial tant en développement de produits aussi, puis je pense que je l'ai bien vu dans ta conférence aussi, là, ça fait partie de votre ADN aussi à la presse, d'avoir une culture apprenante, culture d'apprentissage continu, mais culture d'empathie aussi, où est-ce qu'on se met à la place du client, mais on se met à la place des employés aussi, puis on essaie de comprendre c'est quoi leurs irritants avant d'être passé tout de suite à la solution, tu sais. Puis encore là, absolument, mais j'ai envie de te dire tout de suite avec beaucoup d'humilité qu'on a les mêmes mauvais réflexes que tout le monde. C'est-à-dire que c'est un effort de se rappeler pour qui on fait ça. C'est un effort de dire, un peu, c'est pour nos lecteurs. Ouais. C'est un effort de dire, tu sais, si on ne fait pas attention, si tu n'es pas vigilant, rapidement, tu as l'impression que tu connais ton client, puis qu'il est comme toi. Puis tu fais les choses en premier, souvent pour toi, ou parce que tu trouves le fun, ou parce que c'est comme ça que tu vois le monde. Mais c'est un effort de vigilance, de dire « attends un peu, qu'est-ce qu'il pense, lui, le client? » Puis donc, d'aller chercher la preuve client, d'aller chercher le problème client, c'est la clé avant de commencer à parler d'innovation. Parce qu'innover, ça vaut rien. Exact. Donc, oui, mais mon point, c'est juste que je veux pas qu'on pense que la presse, elle a l'affaire, puis c'est des A+, puis c'est des kingpins. Non. Même si ça fait 20 ans qu'on fait des produits digitaux, même si ça fait 10 ans qu'on a commencé à utiliser l'agilité, et ainsi de suite, on doit, chaque semaine, se rappeler que notre réflexe, c'est d'oublier de mettre le client au centre, puis de l'empathie. Ouais. 2 sous-questions par rapport à ça, c'est parce que ça m'allume, c'est clair, là, mais premièrement, comment développer l'empathie en organisation? Deuxièmement aussi, comment vous allez chercher le voice of customer concrètement? Là? Puis c'est quoi des astuces concrètes qui marchent bien pour alimenter le développement de produits ou alimenter des solutions? OK, donc, bon, je pense que ta deuxième question va m'aider à répondre à ta première. Okay? C'est-à-dire que pour nous, commençons avec la voice of customer, comment tu amènes ça? Pour nous, assez tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de fondamentalement erroné dans notre perception de comment on va chercher le feedback de nos clients. Okay? C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre un focus group, où on fait parler les gens, puis surtout en information, parce qu'en information, le défi, c'est que quand je te parle de comment, par exemple, je consomme l'information, ça touche à mon ego et à ma perception de moi-même. Fait que j'ai souvent tendance peut-être à penser, à être biaisé, que je suis très bien informé ou que j'ai une très bonne hygiène d'information ou que j'y vais 22 fois au lieu de 6. Bon. Alors, mon point, c'est que j'ai très vite réalisé que quand on va chercher du feedback de nos lecteurs, il y a une différence entre les écouter
puis les observer. Hein? C'est très important de faire la différence. L'autre chose, c'est qu'il faut faire, il y a plusieurs outils pour aller chercher du feedback. Il faut comprendre les forces et faiblesses de tout. Il y en a, c'est sondage, focus group, ça te donne des opinions générales, ça va te donner de l'information peut-être qualitative, mais pas quantitative, donc c'est pas si significatif. C'est-tu de l'anecdote, c'est-tu une opinion, T'es biaisé aussi quand tu les écoutes, parce que tu veux que ce que tu entends valide ce que tu penses. C'est qu'on arrive avec plein de biais quand on fait parler nos lecteurs. Plein de biais de la façon dont on les interroge, tu sais. Puis pour 10 affaires qu'ils vont dire, on va retenir les 5 qui font notre affaire, puis on va oublier les 5 qui viennent contredire ce qu'on pense, tu sais. Donc, encore là, ça prend beaucoup de vigilance de comprendre nos biais, puis de comprendre ces outils-là avant de se lancer. Bon. Nous, ce qu'on utilise principalement, par exemple, on a une équipe de recherche à la presse qui est super solide, fait qu'ils vont nous amener de la donnée souvent quantitative super intéressante. Dépendamment de la maturité d'un truc, on peut faire de l'expérimentation avec nos lecteurs. Imagine qu'on met une feature, qu'un bouton, on regarde le nombre de personnes qui cliquent sur ce bouton-là. On peut faire des tests utilisateurs aussi. Donc, on leur donne les interfaces, puis on leur demande de les utiliser, puis on essaie de les observer quand ils l'utilisent. Puis comment ils font, parce qu'ils comprennent ce qu'on pense. Puis la grosse problématique, tu parlais de communication tantôt, mais tu sais, on utilise des mots, on utilise un langage, mais nous autres, on regarde tout ça avec notre univers, notre lexique, puis on est convaincu que ce mot-là est clair. Ouais. Et tout d'un coup, devant une autre personne, le même mot ne veut pas dire la même chose. Donc, le test utilisateur va nous permettre aussi de valider des trucs comme ça. Donc, plusieurs types d'outils, mais je te dirais que faut vraiment que tu sois conscient. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Puis bon, tu veux aller valider de la perception, le focus group fonctionne bien. Si tu veux aller chercher des besoins ou des problèmes qu'ils ont, ça se peut que la recherche quantitative, le sondage, fasse ressortir des trucs. Ouais. Mais quand tu vas aller chercher de la preuve client avec ton produit ou ton idée que tu penses qu'il va faire, il n'y a rien de mieux qu'amener rapidement une maquette, un prototype devant un utilisateur. Puis là, c'est sûr que tu as besoin de le faire plus qu'avec un, mais le présenter à 10, 12, 15, puis dire... On a vu que tu nous as parlé que tu avais tel problème. On pense qu'on a quelque chose que tu vas trouver intéressant. Je te le montre, puis ainsi de suite. Puis là, ce qui devient le fun, c'est la conversation autour de ça. C'est qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui marche pas bien? Qu'est-ce que tu aurais fait de plus? Ouais. Là, tout d'un coup, tu te rends compte que le petit travail que tu as fait sur ton prototype, parce que tu es parti avec l'idée, il dit que ce problème-là, je vais faire cette solution-là. Là, tu as une opportunité extraordinaire pour lui faire parler de son problème davantage, puis dire, mais c'est pas ça que j'avais compris. C'est rattaché après tel truc, tu sais. Et là, ça t'amène de l'apprentissage. Mais mon point, c'est que la façon dont on va te chercher le feedback, il y a plusieurs différentes façons. Il faut rentrer là avec la compréhension de nos biais, puis il faut rentrer là avec c'est quoi l'objectif de cette preuve client-là que je vais aller chercher ou cette donnée cliente-là que je vais aller chercher. Ouais. C'est intéressant ce que tu amènes parce que c'est de rendre évident qu'on a une boîte d'outils disponibles, puis ils doivent être utilisés à différentes fins pour obtenir ton résultat. Il y a plusieurs choix que tu dois faire à travers différentes informations que tu vas aller chercher. C'est vraiment une boîte, puis il y a une sélection. Là. Alors, c'est intéressant. Puis c'est difficile, dans le sens que on a tendance, des fois, il y a deux réflexes. Il y en a un qui est « j'écoute rien de ce qu'on me dit ». Ouais. Parce que, dans le sens que, tu sais, on a des commentaires lecteurs, on en a 400, puis c'est pas vrai qu'on réagit aux 400. Fait qu'à un moment donné, tu viens un peu comme, tu sais, résistant à cette écoute-là. Ouais. Parce que c'est normal, parce qu'on virait fou, on serait tout le temps. On peut pas faire des solutions pour toutes les gens. Ouais. Puis l'autre, c'est aussitôt que j'en entends un qui plaît ou qui fit avec mon modèle mental ou ce que j'aimerais faire. C'est comme, je cours, puis là, je prends lui, je fais sortir lui, je cours avec, tu sais. Fait que c'est ça, les billets, notre genre de... Ouais. Fait que c'est pour ça que souvent, ce qui est intéressant, premièrement, c'est d'avoir un animateur objectif dans la conversation et de commencer, quand je m'installe pour écouter mes lecteurs, de dire, c'est quoi mes billets ici, là? J'aimerais ça que ça marche, j'aimerais ça que ça marche pas. Tu sais, je suis déjà... Puis là, j'en ai de conscient, tu sais, puis... Puis tu sais, dans toutes ces années-là... à la presse, ça a été quoi les plus gros défis que vous avez vécus par rapport à la transformation numérique? Puis aussi, ça a été quoi en fait, les grandes solutions que vous avez mis en place pour pouvoir les surmonter, tu sais? C'est tellement une belle question. Il y a deux angles que j'ai envie de te dire, tu sais. La bonne façon pour moi, premièrement, d'innover, encore là, c'est pas innover pour innover, puis je reviens tantôt avec le problème de nos lecteurs, je vois l'innovation ou le changement, la transformation de l'organisation simplement en disant, il y a une vision à un moment donné,
de quelque chose. Dans le cas de la Presse Plus, pour nous autres, c'était dans le futur, toute la consommation média va être 100% numérique. Et si le seul produit qu'on a, c'est le site web, notre modèle d'affaires ne fonctionne plus parce que le site web ne rapporte pas assez d'argent. Puis, dans le fond, au lieu d'avoir 250 journalistes, dans un futur numérique où on a juste le site web, on est capable d'avoir juste 10 journalistes. Donc, la vision, c'est le futur va être 100% numérique. Puis, la mission qu'on se donne, c'est d'inventer un futur numérique pour la presse qui va lui permettre de sauver sa salle de rédaction. Ça, c'est le premier drapeau en haut. Il faut un univers, il faut qu'on ait des produits ou quelque chose de numérique qui nous permet que dans cet univers-là, où toute l'information est consommée de façon digitale, on est capable de maintenir nos journalistes. Et là, dans le fond, les problèmes apparaissent. Là, si tu dis, OK, un peu, mais si c'est ça, il va falloir qu'on solutionne X, il va falloir qu'on solutionne Y, il va falloir qu'on solutionne... Il faut qu'on revoie notre production, il faut qu'on revoie ci. Et là, les problèmes émergent. Tu comprends? Et là, tu te mets en mode vraiment d'innovation intéressante parce que tu n'attaques pas avec une... Je ne suis pas parti avec une solution technologique. Je suis parti avec une vision. Et là, j'essaie de trouver comment je vais solutionner. Y a-t-il quelque chose qui existe? Y a-t-il quelque chose... y a-t-il un partenaire qui peut m'aider pour ce défi-là? Qu'est-ce que j'ai besoin pour solutionner ça? Puis il y a aussi dire, c'est quoi les problèmes les plus importants auxquels je m'attaque? Parce que ceux-là vont être capitaux. Si je réussis à régler les 9 des 10 problèmes, mais le 10e, le plus difficile, je ne suis pas capable, peut-être que ça s'écroule. Est-ce que je devrais commencer par le plus gros problème en premier puis voir si on peut le solutionner? Puis l'autre défi, c'est que si je commence juste par les gros problèmes, est-ce que je vais décourager mes équipes? Parce qu'ils vont penser que c'est irréalisable puis qu'ils vont... Donc, comment je construis la confiance, et ainsi de suite. Donc, le plus grand défi qu'on a eu, peut-être, c'est de s'installer ce parcours-là. De partir avec une vision et non pas qu'une solution. Puis encore là, tantôt, je vous ai dit, je suis rentré à la presse en étant le plus grand résistant au changement. Je suis refusé 3 fois. J'ai commencé le projet de la Presse Plus à l'envers. C'est-à-dire que ce qui est arrivé formidable, puis il m'a sauvé les fesses, là, c'est que moi, je rencontre mon patron à la fin de l'année 2009, M. Crevier. On a eu une année super difficile, on perdait 2 millions de dollars par mois. La presse va pas bien au niveau... son modèle d'affaires était branlé. On est obligé, on a eu des grosses négociations super difficiles avec les employés parce qu'il y avait des horaires 4 jours, puis on trouvait que au niveau opérationnel, il fallait qu'on ait baissé nos coûts opérationnels. On a abandonné le journal du dimanche. On a réduit le papier. Puis j'étais au cœur de toutes ces transformations-là parce que ma spécialité, c'était les opérations. Et tout le long qu'on fait ça, j'entends la rumeur que Apple est en train de travailler sur une tablette. Puis moi, je suis frustré parce que j'ai des amis qui ont commencé à faire des applications pour l'iPhone depuis 2008, que l'App Store existe. Puis mon boss, c'est un gars de BlackBerry. Puis j'ai l'impression que je suis en train de manquer ma carrière parce que j'aurais aimé ça faire des apps. Fait que à la fin de l'année, j'ai fait... on connaissait à peu près les dimensions puis le poids de la maquette. Fait que j'étais allé la présenter à mon boss. Puis j'ai fait un mock-up, un prototype. Puis j'ai dit, Guy, il y a une rumeur qu'Apple va lancer une tablette au début de l'année prochaine. Puis, je pense qu'il y a vraiment une opportunité extraordinaire pour nous autres là-dessus de créer des applications pour ça. Puis dans ma tête, je vois le site web là-dessus ou une application qui ressemble à notre site web là-dessus. Puis, j'aimerais vraiment ça faire Puis si ça ne t'intéresse pas, je vais comprendre, mais moi, je vais lancer une entreprise pour faire ça. Puis là, il a mis mon mock-up de côté, puis pendant 1 heure, il m'a juste parlé que je devrais rester dans l'organisation parce que mon futur est là, puis blablabla. Fait que je suis retourné à mon bureau et j'ai dit, OK, mon projet ne marchera jamais, il ne voudra jamais faire des applications là-dessus. Tu n'as pas eu d'écoute, là. C'était le temps de Noël, il n'y a pas eu beaucoup de temps petit. Alors, je me suis dit, I need to walk the talk. Là. Ça veut dire que là, il faut que je commence à penser à mon projet, puis comment je passe ça, puis ainsi de suite. Fait que je travaille là-dessus un peu dans le temps des fêtes. Au retour des fêtes, il me rappelle à son bureau, puis il a ma maquette dans ses mains. Puis là, il s'est passé quelque chose de formidable, Antoine. Okay? C'est que là, on a une conversation à partir de cet outil-là. Puis là, il me dit, tu m'as dit que tu vas faire des applications pour ça? Ben oui. Puis tu penses que ça va marcher? Ben, je pense qu'il y a un potentiel. Je ne sais pas encore, ils vont l'annoncer bientôt. C'est une rumeur, mais elle a l'air vraiment solide parce que là, on est rendu qu'on connaît les dimensions. Il dit, combien de temps ça prend faire une application pour ça? La question. Ah, moi, je disais, écoute, à peu près 6 mois. Ben oui, Une fois que j'ai l'équipe en place, clairement. 6 mois. Rien de plus.
Fait qu'il regarde ça, il dit, OK. Ben, il dit, écoute, Jean-Marc, il dit, j'ai pensé à ça durant le temps des fêtes, là. Puis il dit, tu sais, notre modèle d'affaires va pas bien. Il dit, on a tout coupé, on a fait des jobs extraordinaires, le syndicat, les employés ont embarqué, on a réduit le journal du dimanche. Mais là, il dit, je regarde les 5 prochaines années, je suis pas capable d'avoir de la croissance. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va être obligé continuellement de couper nos coûts opérationnels. On va mettre une pression, puis à un moment donné, on va commencer à couper des journalistes. Ça veut dire qu'on va commencer à toucher à l'os. Puis aux muscles de notre produit, de notre organisation. À partir qu'on va faire de ça, ça va être une spirale, une dégringolade. Il dit, comme leader, je ne peux pas accepter ça. Il faut que je trouve un autre terrain de jeu. Fait qu'il dit, je veux, et là, c'est là qu'il y a le déclic, il me dit, je veux pas que tu amènes le modèle du web là-dessus. Je veux que tu amènes le modèle d'affaires du papier là-dessus. Et là, je fige. Là, moi, je viens de faire tout le changement du workflow, des processus, des nouvelles presses, que ce soit digital, PDF, on vient de finir. Tu sais, enfin, mes outils sont matures, on est tous partout A1 dans le modèle papier puis impression. On a gagné, un de mes rôles, ça a été d'amener la presse dans les quotidiens mieux imprimés au monde. Puis il faut changer le workflow pour ça. On vient de gagner 3 fois une médaille des champions du monde. Tu sais, on est on the top. Up the top. Ouais. Puis là, quand il me dit, il faut amener le modèle du papier là-dessus, je le vois dans ma tête. Que, oh my God, il faut que je recommence. C'est tout à refaire. Parce que là, c'est une expérience. Aujourd'hui, je te dis pas que, aujourd'hui, je peux mieux le verbaliser, mais j'ai vu dans ma tête une expérience d'édition sur un device numérique. Fait que là, j'ai fait comme, mais voyons, Guy, ce que tu me demandes là, c'est qu'il faut qu'on change tout. Ouais. Fait qu'il me dit, tu m'as dit que ça prenait 6 mois pour faire l'application. Mais là, j'ai dit, ben non, mais là, c'est pas une application que tu me demandes. Tu me demandes de changer l'organisation, ça va toucher la pub, ça va toucher la rédac, ça va tout toucher. Ça bouleverse. Ouais. Ben, il dit, c'est ça, je veux. Puis là, je suis retourné à mon bureau en petite boule. Mais ce que je veux que tu comprennes dans cette aventure-là, c'est que moi, je suis rentré avec une solution. Ouais. Moi, je suis rentré là, je trouvais une nouvelle bébelle, hein? Je trouvais ça cool, la tablette, puis je voulais faire une app pour la tablette. Mais je suis sorti de cette rencontre-là avec le début d'une vision. Puis là, c'était plus comment je vais faire une application pour la tablette. Oh, on a réussi, ça a pris 6 mois, c'est cool, on l'a fait. Là, il y avait une mission avec des objectifs, des outcomes clairs. Il fallait que ça soit rentable. Je devais avoir un modèle d'affaires. Je devais capter de la valeur autant que je créais de la valeur. Je devais être capable de produire ça tous les jours. Ça devait être désirable pour mes lecteurs, viable et faisable pour mon organisation. Là, je suis pas en tout avec les mêmes paramètres de faire un petit jouet, puis on va être honnête. C'est super facile de faire une application pour tablette aujourd'hui où tout ce que tu vas faire, c'est mettre du contenu puis tu n'as pas besoin de modèle d'affaires. Ouais. Tu sais, deux gars d'un garage font ça, là. Mais là, c'était autre chose. Et c'est ça qui m'a sauvé les fesses. 1, c'est qu'on est parti avec une vision au lieu d'être parti avec la solution. 2, je me suis dit, hey, là, je vais être sûr qu'on parle tous les deux de la même affaire. Fait que je vais commencer par prototyper. Puis je vais commencer par aller chercher de la preuve client, puis valider que les lecteurs trouvent ça désirable, parce qu'on va leur demander de lâcher quelque chose pour embarquer là-dessus. Et donc, le plus grand défi, pour revenir à ta question de la presse, c'était de comprendre que ça devait être ça, notre parcours, sans être des spécialistes. De comprendre qu'on partait avec une vision, c'était la bonne affaire. Puis qu'il fallait se mettre en mode de faire de la prototypage, puis avoir de l'empathie pour nos clients, parce qu'il fallait que ça soit désirable. Puis commencer par la désirabilité en premier. Tu sais. Puis l'autre plus grand défi, je te dirais, qu'on a eu ensuite, c'est de comprendre qu'il y a une grande différence entre faire une innovation et devenir une entreprise innovante. Il y a une grande différence entre faire une transformation puis devenir une entreprise transformative. C'est une culture là, qu'il faut que tu changes. Il y en a un qui, exactement, c'est un projet, l'autre, c'est une culture. Exactement. Tu as parfaitement raison, Marc. Et que c'est pas parce que tu es bon une fois, tu sais, once you're lucky, twice you're good. c'est pas parce que tu es bon une fois que tu l'as l'affaire. Tu sais, donc, il faut que tu gardes ton humilité là-dedans. Il faut que tu comprennes que dans le cas qu'on a, nous autres, le plus grand danger, c'est qu'on commence à penser qu'on l'a l'affaire. Oui, exact. Puis comment, justement, mobiliser les équipes dans cette grande transformation-là? Tu sais, à partir de la vision que vous avez façonnée à partir de cette rencontre-là, comment mobiliser la gang? Puis, tu sais, les emplois vont changer aussi, les compétences requises vont changer aussi. Comment y arriver, tu sais? Il y a encore là, j'aime beaucoup cette question-là, parce que moi, novice, parce que là, moi, j'arrive dans le monde opérationnel où... Tu sais, ma transformation en gestionnaire, là, puis encore là, je te dirais, je me donne 7 sur 10 aujourd'hui, là, c'est
c'était d'être le kingpin du monde opérationnel, c'est-à-dire, tu sais, on pouvait être Six Sigma, on connaissait, tu sais, on connaît la recette, fait que tu fais rien que l'optimiser, puis tout le temps diminuer la gâche, être meilleur, hein. Donc, ça se peut, un leader dans un monde où la recette est connue, puis dans plein d'entreprises que je rencontre, c'est le cas, ce sont des experts, des spécialistes, ils connaissent tous les rouages de toutes les machines à peu près qu'ils font, puis pourquoi celle-là est meilleure que l'autre, puis elle nous fait sauver de 30%. Dans un univers comme ça, tu peux être le boss Wikipédia, là, puis passer dans un monde d'innovation où ta posture, c'est « non, on n'en connaît pas la recette, il faut qu'on l'invente ». Fait que ton mindset doit changer, c'est que là, toutes les réponses ne peuvent pas être dans ta tête. C'est plus ça ton rôle. Ton rôle, c'est d'avoir la vision puis les problèmes dans ta tête, puis d'activer tes équipes. Fait que comment on mobilise des équipes? Au début, j'ai pensé que c'était un exercice de communication. Je vais vous expliquer pourquoi on a cette vision-là, puis pourquoi il faut le faire, puis on est en danger. Puis le monde t'écoute, puis la moitié te trouve fou, puis la moitié te trouve con. Puis ils font comme « OK, c'est un gros projet, là, mais bon, ils vont cette année, dans 6 mois, ils n'en parleront plus, tu sais. » Là où tu commences à mobiliser les gens, c'est quand tu leur permets t'actives leur cerveau, puis tu leur permets de participer à la solution. Et que tu leur confies, dans le fond, l'outcome. Hein? Si on va avoir du succès, dans le cas, nous, la Presse Plus, là, ça va être, voici la vision, c'est un produit numérique qui nous permet non seulement il est attrayant, puis il est attractif, puis que nos utilisateurs l'aiment, mais son modèle d'affaires fait qu'on est capable de garder une salle de journalistes, une salle de rédaction de 250 journalistes dans un univers numérique. C'est un produit de substitution qui va remplacer l'édition papier, malgré que c'est un produit qui est adoré, puis ainsi de suite. T'sais. Puis, donc, tu amènes cette vision-là, et là, tu leur dis, l'outcome qu'on se mettait, c'était les gens vont passer plus que 30 à 40 minutes. Je pense qu'on disait 30 minutes. Jamais on se serait attendu à 45 minutes. Plus que 30 minutes de consommation quotidienne, ça va ressembler à ça. Fait qu'on avait des outcomes, des critères, puis là, on se retournait vers eux autres. Quand on a commencé, à se retourner vers eux autres, on dit que ça prend pour que ça marche. Puis que les gens ont commencé, tu fais venir des équipes, là, que ce soit les équipes des ventes, des équipes de la rédaction ou tes nouveaux développeurs, et qui participent à te suggérer des trucs sur des post-it. Quand les gens commencent à avoir leur post-it moment, là, tout d'un coup, ça devient plus le projet de fou de Jean-Marc. Ça devient, je commence à participer à quelque chose. Les gens se l'approprient, là. C'est un projet commun. Quand tu donnes aux gens un problème, il y a quelque chose qui rentre plus profond dans le cœur puis dans leur tête. Hein? Parce que là, tu leur confies pas une solution, c'est pas superficiel, tu leur confies pas juste une communication de vision qui est... Là, leur ménage se met en marche pour dire, OK, c'est ça le problème. Moi, je le ferais comme ça, puis commence à s'activer des données. Puis il y a un truc que j'ai appris par hasard, puis tu sais, quand tu fais du design thinking, tu as dû l'observer aussi, c'est que il y a une façon aussi de transformer ça en jeu. Parce que la première fois que j'ai dit, hey, c'est le fun, on va les activer, on va leur demander qu'est-ce que ça prend. Là, je me suis ramassé avec 422 post-it. Là, je fais quoi après, moi? Je fais quoi avec ça, là? Hey, c'était une bonne idée de demander des suggestions et des idées. Tu te dépêches de les prendre en photo. Je fais quoi avec ces 422-là? OK, je les mets en paquet, puis je me rends compte qu'il y a, il y a des thématiques. 28 thématiques. Mais je fais quoi avec ça, quand même? Puis eux autres sont partis, m'ont confié un post-it. Ils me l'ont donné, l'idée, là. Fait que, la grande, fais-là mon idée, ça va marcher si tu fais mon idée. Fait que là, j'étais pogné avec un autre problème. Là, j'étais comme, oh my God, c'est quoi cette idée de fou-là de leur demander leur opinion? Pourquoi j'ai Qu'est-ce que je fais avec tout ça, moi, jusqu'à ce que j'allume, puis je me souviens même pas comment j'ai découvert cette histoire-là, mais ce que je faisais, c'est que dans le même exercice que je leur demandais leur idée, puis de les présenter, j'ai distribué de leur argent ensuite. Ils sont 10, ils ont tout fait ça. Puis là, je leur ai distribué de l'argent de Monopoly, puis de l'argent qu'ils ne peuvent pas diviser de façon égale. Donc, un billet de 500, un billet de 100, un billet de 50, 2 billets de 10, je pense que ça va jusqu'à des billets d'une pièce. Là. Et là, une fois que tout le monde a présenté leur idée, je leur demandais d'aller acheter les idées. OK, tu mettais une valeur... Là, la conversation, on descend à un autre niveau plus profond dans le subconscient. Là. C'est que là, c'est pas juste j'ai donné une idée, c'est que là, j'étais en train de dire lesquels vraiment ont de la valeur puis pourraient marcher. Ouais. Puis pourquoi? Puis là, ça l'enlève, ça met de l'objectivité, parce que s'il y avait le vice-président avec les représentants qui étaient là, tout le monde trouvait son idée bien bonne, là, jusqu'à ce que personne n'ait l'acheté.
Ouais, Puis là, tout d'un coup, tout le monde est en train de mettre l'idée sur une affaire qui était obscure puis qui n'avait pas été vraiment bien expliquée. Tu dis, pourquoi vous mettez tout l'argent là? Puis là, les représentants, moi, si mes clients ils ont ça, là, eux autres, là, c'est ceux qui embarquent. Là. Game changer. Pourquoi? Pour telle raison, tu sais. Fait que là, tout d'un coup, il se passe quelque chose après l'exercice. C'est qu'ils ont participé à un exercice où là, tout d'un coup, ils comprennent bien plus le problème. Ouais. Ils comprennent mieux la vision. Ils ont participé en suggérant des idées. Ils ont entendu des idées des autres. Quand tu entends des idées des autres, puis que des idées à toi te viennent, c'est que tout d'un coup, on est en train de dire, c'est peut-être faisable. Et là, tu as travaillé un exercice aussi où tu as participé en cherchant les idées les plus valables. Là, tu comprends peut-être pourquoi ton idée a été écartée puis qu'on va focusser plus sur une autre. Il manque plein de choses parce que tu ne peux pas faire un produit juste avec la valeur des idées. Mais imagine maintenant que tu le fais venir tes annonceurs, tu fais les mêmes exercices avec tes clients. Ouais. Puis tu leur demandes des idées qui se pourraient faire marcher, puis tu leur fais faire le même jeu, puis tu les fais acheter d'un coup, là, wow, tu sors de là avec des idées pour ton projet, pour ta vision, avec de la valeur, une conversation, puis ils vont être fatigants, là, parce qu'ils vont te rappeler après, puis l'idée qu'il y a eu 5000 $ dessus, là, quand est-ce que ça va faire? Ouais, c'est ça. T'sais? Donc, comment on mobilise les gens? C'est vraiment au moment où on commence à activer leur cerveau, puis qu'on comprend que comme leader, on n'est plus dans un monde où on doit avoir toutes les solutions dans notre tête. C'est plus ça. Tes gens qui connaissent le mieux tes clients puis tes produits sont sur le terrain. Quand, comme leader, tu es capable de ramener une vision ou un problème client ou un défi, puis que tu commences à les faire participer à cette solution-là, à déterminer de la valeur, puis là, ton rôle, il vient trippant, Antoine, parce que tu sais quoi ma job? C'est juste de dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les 3 prochaines semaines pour tester cette idée-là? Exact. C'est tout. C'est juste ça. Ouais. C'est tellement puissant. Ils ont compris le défi, ils ont soumis des idées, on a une valeur d'idées qui est importante. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est se mettre tout de suite en mode, on pourrait-tu expérimenter ou tester ou valider quelque chose? On pourrait-tu la présenter à nos clients? On pourrait-tu faire une maquette? On pourrait-tu faire un petit concept? Pas trop long, là. Vite, là. Pour aller valider que ça a vraiment des jambes, cette idée-là. Se donner confiance. Ouais. Ça me fait vraiment penser... excusez-moi. Non, mais c'est la base du design thinking, là. Les gens ont la solution déjà. Donc, il s'agit de faciliter le travail pour être capable de leur faire soulever les solutions. Exact. En identifiant les problèmes. On a eu l'occasion de l'expérimenter souvent chez Bourrasque, là, puis les entreprises ont déjà la solution. Il s'agit de faciliter le travail pour que ça émerge. Là, c'est un très bon exemple, là, puis c'est vraiment intéressant ce que tu nous racontes, là, Jean-Marc, là-dessus. Là. Ça me fait vraiment penser, dans la conférence, il y a quelque chose qui m'avait frappé dans ce que tu avais dit, c'était la position de leadership. De passer d'un leadership de contrôle à passer à un leadership de contexte. Ça m'a vraiment marqué aussi, puis de dire... C'est pas à moi, là, comme leader, à tout mettre sur mes épaules. Puis c'est pas moi qui va trouver toutes les solutions non plus. Moi, je suis là pour mettre en place le contexte, les bonnes informations, puis les bons défis. Puis après ça, les gens vont embarquer aussi là-dedans. Pourrais-tu me parler un petit peu plus de cette transition-là aussi, puis comment tu l'as vécu, toi, chez la presse et dans ta carrière aussi? Puis encore là, je vais être clair. Hein? C'est vraiment qu'un jeune leader, un jeune gestionnaire qui commence comme ça sort, il va être bien meilleur que moi, puis ça va être beaucoup plus facile. Mais je suis encore des fois médiocre. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui est vraiment difficile, là, c'est que quand je regarde mon agenda, là, où il y a mon rôle, tu sais, c'est pas vrai qu'on est tout le temps en mode innovation. Il y a des choses qui sont opérationnelles, right? Donc là, tu as ton cerveau, puis tu connais tes opérations, tu connais la réponse, tu connais la bonne pratique, tu sais ce qu'on doit faire, pas faire. Tu sais, on a décidé qu'on faisait des analyses comme ça ou les trucs comme ça, puis là, tu as le cerveau, je suis leader de contrôle. C'est correct. Les comportements, la gestion des ressources humaines, il y a certains trucs que c'est de la poutine, puis tu es leader de contrôle. C'est correct. C'est juste de se rappeler que quand tu te mets en mode transformation, quand tu te mets en mode innovation, tu ne peux pas amener le même paradigme. Et donc, quand la recette est connue, que tu te donnes comme mission, je vais la connaître de A à Z, la recette, puis toutes ses variations, puis tout pourquoi il ne faut pas mettre trop de ci, puis trop de ça, puis nanana, parfait. Mais dans un mode d'innovation, si tu penses que ton rôle, c'est de tout savoir, écoute, si moi, j'aurais connu toutes les technologies qu'on utilise, si ça aurait été ça, ma job, je vais maîtriser toutes les technologies qu'on utilise,
soit que j'aurais eu vraiment beaucoup de temps passé à mon travail, puis jamais de vie parce que j'aurais même pas réussi. Mais la vérité, c'est qu'on aurait probablement fait des produits avec des technologies assez médiocres et simplistes. Parce que on arrêtait à la limite de ma capacité à moi d'apprendre les nouvelles technologies, les nouvelles bébelles. Ouais. À un moment donné, je me suis rendu compte, ça va trop vite, là. Ça va trop vite, je suis pas capable de suivre. Là, il y avait une base que je comprenais, XYZ, mais là, il y a des experts autour de moi, c'est tellement pointu, tellement profond, ça va tellement vite, tout ce qui est quand le cloud est arrivé, ainsi de suite. Il y a tellement de langage, il y a tellement de... OK, donc mon rôle, il faut que j'accepte que si je pense que c'est tout connaître, je vais mourir et je ne serai pas un bon leader. Donc, c'est quoi mon rôle? Mon rôle, c'est d'être le leader de contexte, c'est-à-dire d'expliquer la mission ou la vision, ou ce qu'on essaie de faire, que ce soit comment on va créer de la valeur pour nos clients ou comment on va capter de la valeur pour notre organisation, et de créer de la convergence et de la cohérence dans nos initiatives dans l'organisation pour qu'on aboutisse à des choses qui ont de l'impact. Donc, mon rôle, c'est d'amener les outcomes et le contexte dans mes équipes, puis d'être le chef d'orchestre pour ne pas tout faire tout en même temps, puis créer de la convergence, de la cohérence, de l'impact. Ça change complètement ma posture. T'sais. Puis honnêtement, c'est bien plus le fun. Parce que là, tout d'un coup, je dis tout le temps, je ne sais plus d'être la reine des abeilles. Je deviens l'apiculteur, qui essaie de créer des environnements pour créer le meilleur miel possible, puis que mes abeilles puissent butiner. Puis s'amuser, puis avoir du fun. Je ne suis plus dans un rôle où c'est moi l'artiste peintre. C'est le fun, c'est être l'artiste peintre, puis penser qu'on a un grand talent, puis regarder ce que j'ai fait. Mais là, non, j'ai plein d'artistes qui travaillent pour moi. Fait que je suis le curateur du musée. Je suis celui qui va choisir les meilleures œuvres, les meilleures idées, pour les expérimenter puis les tester. Lâche les pinceaux. Bon, là, j'ai plein de designers ou de gens qui travaillent pour moi qui doivent se dire présentement, Jean-Marc, lâche les pinceaux. Parce que ça m'arrive encore d'avoir un réflexe, bien sûr, puis de retomber un leader de contrôle au lieu de leader de contexte. Bon, moi, je m'en rends compte. Ouais. Des fois, c'est après le meeting, mais c'est pas grave. Je m'en rends compte, tu comprends? Puis qu'elle dit, non, mon rôle, c'est de prendre leurs idées, puis de les pousser, puis de les amener vers ça, puis de lâcher cette vision-là, que mon rôle, c'est de tout choisir et tout faire. Puis, je suis passé là-dedans, Antoine, parce qu'à un moment donné, c'était clair que j'étais le plus grand risque de mon projet. À un moment donné, je suis parti 2 semaines, on était 1 an et demi avant qu'on sorte la Presse Plus. Là, on était quand même à une assez belle configuration. Là, on avait peut-être 10-14 équipes qui travaillaient là, sur le projet. Puis avec des PO, ainsi de suite, tout fonctionnait super bien. On avait, notre méthode était bonne, on avait une revue d'itération, on protégeait bien nos équipes. Il y avait de la valeur qui se créait, toute l'équipe. Et je pars, puis pour moi, les revues d'itération en mode agile, là, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est qu'après 2 semaines, les équipes démontrent aux propriétaires produits les fonctionnalités qu'ils ont réalisées, ils livrent des incréments fonctionnels de valeur qui marchent, qui se sont engagés à faire, puis on voit notre produit qui est en train d'évoluer, on voit les fonctionnalités qui sont... Fait que pour moi, c'était comme des cadeaux. Là, fait que j'avais bien hâte, parce que j'étais parti en vacances, j'avais bien hâte de revenir, voir ce que toutes mes équipes avaient fait pendant 2 semaines. Et je reviens, et ils ont été paralysés, et il y a à peu près 10 personnes devant mon bureau qui sont les product owners dans les équipes, qui attendent que Jean-Marc valide si on va à gauche ou si on va à droite, si c'est rouge ou si c'est bleu, si c'est plus gros ou si c'est plus petit. Fait oh my God, le projet était juste dans ma tête. Puis on allait à la vitesse d'un cerveau, le mien. Alors, j'ai fait comme, OK, il faut que je change mon paradigme, sinon ce projet-là, on ne le livrera jamais. Et c'est là que j'ai dit, il faut que j'arrête de me mettre en posture que c'est moi qui choisis les solutions, qui valide, qui contrôle. Il faut que je les laisse aller, il faut que je leur fasse confiance, puis il faut que je leur donne ce ownership-là. Puis là, il y a 2 problèmes. Moi, lâcher prise, puis eux qui ont été habitués depuis le début, parce que c'est le fun d'avoir un leader qui dit aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça te déresponsabilise, tu sais. Alors, c'est ça le grand défi de la posture de leader de contexte versus contrôle. Puis as-tu des trucs pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou les leaders qui nous écoutent, tu sais, comment arriver à développer des équipes plus responsables puis imputables aussi? Dans un contexte d'innovation aussi. Il y a plusieurs trucs. Je te dirais, le premier problème qu'on a souvent, là, j'ai envie de parler de l'ancien monde dans lequel j'étais, de ce nouveau monde, c'est qu'on a peur d'effrayer nos équipes et de leur parler de nos problèmes et de nos défis. Hein, des fois, mettons qu'on s'aperçoit, par exemple, qu'un concurrent est en train de sortir quelque chose qui est vraiment hot, ou que nos ventes sont en train de baisser, ou que les clients nous disent tel truc. Comme entrepreneur, on a peur de faire peur à nos employés, fait qu'on ne le dit pas. On garde ça pour nous autres, tu sais. Puis, ils sentent à un moment donné, tu sais. Fait que je te dirais, mon premier truc, c'est quand vous comprenez un défi puis un problème,
faites comme je disais pour les prototypes, là, restez pas ça en dedans trop longtemps. Là. Allez chercher, mobiliser vos équipes. Il n'y a rien qui peut plus mobiliser un employé que comprendre puis de se faire mettre au défi. Dire, regardez, nos ventes ont baissé de 5 %. On a un enjeu parce qu'on se demande si ça ne va pas s'amplifier. La critique la plus importante sur les gens, pourquoi le produit ne fonctionne pas, ou tel truc, c'est telle affaire que ça ne fait pas, ou tel truc qui ne répond plus, ou telle affaire, nanana. Fait que si on veut être pertinent dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il va falloir qu'on innove, qu'on améliore tel truc pour que ça soit satisfaisant pour nos clients. Moi, comme leader, je vous parle du problème, du défi, je m'engage à... On va essayer des trucs, on va faire des idées, on va essayer à amener des clients pour valider si on a des bons trucs. Je vais aller vous chercher une petite firme de design thinking, on va partir avec l'empathie, comprendre avec eux autres, on va se mettre en mouvement, on va se mettre en action, mais j'ai besoin de vous autres. Puis j'ai besoin que vous embarquiez là-dedans, puis vous participiez, puis moi, je suis convaincu que comme équipe, on va réussir. Puis là, moi, je suis un employé, je reçois ça comme message à mon leader. Il est vigilant. C'est-à-dire qu'il me fait confiance, il est transparent. Il est assez intelligent pour voir un signal. Il me confie un problème. Il me le partage. Là. Et là, tout d'un coup, je ne travaille pas juste au futur de son organisation et de son profit. Je travaille aussi au futur de ma job. Puis je participe là-dedans. Puis là, il va avoir une formation en design thinking. Que je comprends pourquoi c'est important, là. Je vais y participer puis je veux l'entendre. Fait que, tu vois, le rôle de l'entrepreneur là-dedans, je dirais, c'est de rapidement mobiliser tes équipes, amène le problème sur le terrain. Va chercher comment... Puis là, je comprends que tu dis, ouais, mais je ne vais pas juste leur donner le problème puis m'en aller, ils dormiront plus. Non, c'est sûr que tu dois amener le problème, mais aussi leur offrir un parcours pour découvrir un environnement pour aider à travers ça. Tu vas peut-être du temps que tu vas avoir besoin de libérer puis qu'ils puissent réfléchir. Tu vas peut-être avoir des activités. Va te chercher un expert pour t'accompagner là-dedans. Mais arrêtez de garder le problème entre vos 2 oreilles puis votre tête, puis pensez que vous êtes en train de protéger vos équipes. C'est la pire erreur à faire. Ouais. Puis comment tu dirais, quelque chose qui m'avait marqué dans la conférence aussi, c'était le fameux graphique avec la vitesse des changements, puis à quel point chacune des innovations vient amener ou introduit la prochaine innovation, puis à quel point ça devient de plus en plus performant, puis que les changements s'accélèrent. Comment un leader, comment un entrepreneur peut thrive là-dedans, puis comment il peut réussir à garder le cap dans les changements qui sont difficiles à tenir, là, puis même difficiles à c'est exactement, tu sais. Mais là, on est au cœur de ce que j'essaie le mieux que je peux de communiquer à ces entrepreneurs-là, à ces gestionnaires-là. On est au cœur de ce défi-là. C'est-à-dire que, à date, tout ce que j'ai dit, c'était bien le fun, là, mais pour une innovation. Okay? Moi, mon constat, c'est vraiment que c'est dommage, là, mais oubliez ça, ça ne va pas ralentir. Ça va juste s'accélérer. Parce que les disruptions qui arrivent présentement, les changements qui arrivent présentement sont construits sur les disruptions précédentes. Tu sais, le AI, là, présentement, là, ça n'aurait pas le même impact, ça n'aurait jamais été capable d'avoir cet impact-là s'il n'y avait pas eu avant le cloud computing. Le cloud computing n'aurait jamais eu cet impact-là s'il n'y aurait pas eu avant le mobile, la fabrication, la manière qu'on s'est s'entendre pour fabriquer des microprocesseurs qui sont de plus en plus performants versus l'énergie qu'ils consomment. Tu sais, toutes les disruptions précédentes poussent plus loin l'autre. Tu sais, l'exemple que j'utilise tout le temps, ça a pris 10 ans à Netflix pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Ça a pris 5 ans à Facebook pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Ça a pris 3 ans à Instagram, on trouvait ça extraordinaire, mais on se disait, ben oui, c'est sûr, ils ont surfé sur la vague du iPhone qui est devenu un produit extraordinaire. C'était un des produits les plus intéressants pour l'iPhone, à utiliser la caméra, ainsi de suite. Ça a pris 1 semaine à ChatGPT de passer de 1 à 100 millions. Puis la raison, c'est parce que Facebook, à chaque fois qu'il ajoutait un utilisateur, il devait avoir les serveurs. Les farms de serveurs, ils les installaient, ils les configuraient, ils géraient les disques durs. Il y avait littéralement leurs propres serveurs microprocesseurs qu'ils ont développés. Ça prenait du stockage de la mémoire. ChatGPT, il était tout dans le cloud. Fait que quand il y a eu le temps de servir ces clients-là, ils ont juste... Puis ils ont répondu à la demande. Puis ainsi de suite. En plus, tout le monde a déjà un téléphone mobile, un ordinateur, tout le monde est connecté sur Internet, tout le monde sait comment créer un compte. La facilité aujourd'hui des interfaces fait que c'est super intéressant. Mon point, c'est que ça ne va pas se ralentir. Donc, je reviens à ta question qui est fondamentale. Dans un univers où tout change aussi rapidement,
il y a un mot qu'on doit avoir en tête, c'est impermanence. Ça veut dire que nos solutions et nos produits, on ne peut plus les penser, nos entreprises, on ne peut plus les penser comme des trucs qu'on fabrique pour 20 ans. Hein? On va tout le temps on va toujours devoir naviguer cette courbe de changement-là qui va changer nos fournisseurs, qui va changer nos clients, qui va changer notre marché. Donc, on doit devenir des entreprises super habiles à naviguer ce changement-là. Puis, encore là, j'ai une bonne nouvelle. Je ne veux pas avoir l'air apocalyptique, là. Mais, tu sais, on regarde aujourd'hui, on est tous sur cette courbe-là qui s'accélère. Tu sais, on a tous utilisé ChatGPT récemment. On n'est pas réfractaire à la carte de guichet ou au paiement à tape. C'est toutes ces nouvelles technologies-là, on les utilise. On est capable. Ouais. Tu sais, c'est juste la question, c'est plus ta question qui est intéressante, c'est nos entreprises, elles, comment ils vont être capables de surfer ça. Et c'est là qu'il faut arrêter de voir le changement, l'innovation comme des petits points qui arrivent une fois par 3 ans puis dans 4 ans. Puis c'est de comprendre que pour survivre dans cette affaire-là, c'est que notre entreprise doit toujours être une entreprise transformative, apprenante, où, de facto, on a le réflexe de rester proche des nouvelles solutions, des expérimenter. Quand j'embauche des gens, je regarde beaucoup leur attitude face aux nouveaux défis. Je fais attention de ne pas juste avoir des experts dogmatiques qui veulent résister. Je vais mobiliser, par exemple, les nouveaux qui arrivent chez nous, les jeunes, à leur confier de l'expérimentation. As-tu des idées, des solutions? On l'a vu en digital marketing, là, les plus jeunes arrivaient, il y avait des idées sur de la publicité pour Instagram, sur TikTok, que les anciens comme moi qui avaient utilisé la publicité classique n'auraient jamais pensé. Oups, tu leur donnes un test, démontre-moi ton idée qu'elle peut marcher. En 3 semaines, tu arrives avec 2 idées, tu dis « Wow, c'est malade! » Ouais. Donc, mon point, c'est que là, c'est qu'il faut que tu crées une entreprise, un contexte, c'est comment je vais faire pour que, pour mes équipes, pour mon organisation, apprendre des nouvelles choses, faire de la vigie, expérimenter, devienne ma culture. Et parce que il faut plus que on va tout le temps se faire disrupter, mais il faut plus que je vois ça comme une énorme marche apparente que j'arrive, quand ça arrive, là, je suis tellement, tu sais, mon exemple à moi, tu es tellement fort dans l'imprimé que la marche du monde digital est tellement grande que tu n'es pas capable d'y aller, tu sais. C'est bête un peu, mais nous qui venons de tout changer notre workflow digital, quand on avait changé, sans faire exprès, on avait fait une marche parce qu'on avait mis tout le monde en gestion de changement en prenant des nouveaux logiciels, puis en prenant des nouvelles méthodes de faire. Fait qu'on avait déjà, sans s'en rendre compte, quelque part mis l'entreprise dans un mode apprenant. Sauf que l'erreur, c'est qu'on arrête. On pense que c'est fini, on touchera ça dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, le leader, le main, c'est de comment tu fais pour mettre ton organisation en mode expérimentation, vigie, apprenant. Comment tu fais pour consacrer du temps, du budget, des talents à l'après-demain? Ouais. C'est de mettre en place de l'amélioration continue dans l'entreprise. Puis ne pas... faut être vigilant, puis toujours à l'affût de ce qui s'en vient, puis garder au courant de ce qui se passe. Faire attention, Marc, avec le mot amélioration continue, parce que ce que j'aime pas du mot amélioration continue, j'ai un biais là-dessus, c'est que c'était un peu mon expertise dans le monde de la recette connu. Puis souvent, les entrepreneurs sont excessivement bons à faire ça parce qu'ils sont en train d'optimiser tout le temps le connu. Ouais. Fait que pour moi, on est ailleurs que de l'amélioration continue. Ouais, on est dans l'exploration de d'autres façons de penser, de faire, où on est peut-être en train de faire de la vigie. Tu sais. Puis donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais pour regarder ce que des entreprises semblables à la tienne font? Okay. Mais qu'est-ce que tu fais aussi pour regarder des entreprises qui sont complètement différentes de toi font? Ouais. Tu sais, y a-tu des inspirations, des idées? Y a-tu un regroupement que tu pourrais aller faire? Puis dans une organisation aussi, c'est de faire attention à meilleure santé pour ton organisation. C'est quelles sont les activités qu'on fait qui sont hors silo? Les équipes qu'on fait, qu'on force à travailler ensemble avec des défis, parce que c'est là qu'elle va se passer souvent ton innovation ou ton changement ou tes améliorations. Tu sais. Donc, essayer de briser ces silos-là. Un exemple bête qu'on fait, nous autres, c'est que quand on a des objectifs stratégiques, on essaie de donner à un petit comité plus proche du plancher, donc les directeurs, c'est pas les VP, c'est pas le comité de direction qui fait l'innovation, ça se fait sur le terrain. Puis on s'assure que les leads derrière ça vont venir de plusieurs services. Quand je disais tantôt, ton rôle, c'est de créer de la convergence et de la cohérence. Tu sais, tu veux pas que ça soit juste la chaîne de prod ou que ça soit juste... Il faut que ça ait un sens. Puis à gang, ils vont remettre plus facilement aussi les clients au centre de leurs préoccupations puis de l'empathie. T'sais, on fait ça pourquoi? T'sais?
pour qui? Ça devient des réflexes beaucoup plus intéressants. Fait que vraiment créer, qu'est-ce que tu fais pour que ton entreprise, à la fin de l'année, on peut penser à ça comme individu, là, qu'est-ce qu'elle a appris de nouveau? Qu'est-ce qu'elle a vu de nouveau? Puis c'est correct des fois qu'on a essayé quelque chose puis qu'on l'écarte parce que c'est pas pour nous, c'est pas bon. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? Qu'est-ce qu'on a fait pour mettre l'oreille sur les rails puis écouter notre marché puis nos clients, puis voir comment ça se passe? Parce qu'elle commence là, l'innovation. L'oreille sur la rail, puis on écoute. Ouais. Donc, il y a un nouvel truc qui arrive. Là. Quelqu'un dit « Hey, avez-vous entendu parler de cette nouvelle bebelle-là? C'était écœurant. » Qu'est-ce qu'on fait pour expérimenter ça? Qui l'essaye? Qui pourra nous faire dans 2 semaines, 3 semaines une présentation de c'est quoi cette patente-là, puis que ça marche? Nous, on fait un truc bien simple chez nous. Mais à toutes les années, on l'a façonné de différentes façons. On appelle ça les Lab Day. On met les équipes de réalisation puis de produits, puis on leur donne 3 jours à peu près. Et ils doivent, en 3 jours, se sélectionner des collègues entre eux autres, s'attaquer à un défi, un problème. Ça peut être un défi client, ça peut être un défi business, ça peut être un défi qu'ils ont eux autres dans leur travail de l'année, ou un nouvel outil qu'ils veulent explorer. Puis ils doivent, en 3 jours, le tester, l'expérimenter, puis nous faire une présentation de 10 minutes sur comment ils sont entrés dans comment ils ont choisi ce problème-là, ce défi-là, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont appris. Puis à tous les fois, là, on sort de cette journée-là, on fait « Oh my God, comment on va faire? » Il y a 10 idées. Oui, c'est ça, il y a du génies potentiel qui est là. Ouais. Puis en fait, ma culpabilité, souvent, c'est que j'aimerais toutes les mettre en prod puis les faire. T'sais. Mais on a trouvé des perles là-dedans extraordinaires. Des perles qui nous ont sauvé les fesses, qui nous ont permis d'avancer, ainsi de suite. Alors, c'est un exemple. Mais l'idée, c'est que ton rôle comme gestionnaire, c'est de créer cette culture-là. Puis comment trouver l'équilibre entre l'exploration et l'exploitation concrètement? Parce que c'est bien beau à dire, mais comment tu l'intègres dans des pratiques là, dans ton organisation chez La Presse? Tu veux dire, je veux être sûr que je saisis bien ta question, mais pour moi, l'exploration, c'est une preuve ou un défi qui vient valider une idée. C'est juste de dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller valider une idée? Est-ce que c'est par de la preuve client? Des fois, c'est le cas. Est-ce que c'est par vraiment montrer que ça m'amène des bénéfices? Hein? Sauver du temps, augmente la qualité, m'amène ailleurs, mais peut-être automatise la valeur du temps que je passais à créer des trucs à faible valeur ajoutée. Ça me permet de créer plus de valeur. Bon, donc, tu as une démonstration à faire. Pour moi, l'expérimentation, c'est une démonstration qui dit « Oh my God, ça, c'est une opportunité. » Pour moi, l'exploitation, c'est de dire, maintenant, on a choisi une opportunité, on l'a sélectionnée ensemble, on est d'accord, la preuve a été faite, on a confiance. Ouais. Puis, il y a une méthode qu'on utilise qui s'appelle ICE, c'est qu'on utilise nos opportunités avec 3 vecteurs qu'on regarde. L'impact que ça va avoir sur un objectif stratégique. Le E, c'est ease, la facilité que ça va avoir de la réaliser. Puis le C du ICE, c'est la confiance qu'on a que ça va fonctionner. Donc, l'expérimentation m'a développé ma confiance. Le I, c'est l'impact sur quelque chose. Ça va nous permettre de créer les logiciels plus rapidement de telle façon. Ça va nous permettre d'augmenter l'engagement des lecteurs. Ça va nous permettre de créer plus de... Il y a un gain par rapport à un objectif stratégique, ainsi de suite. Donc là, pour moi, l'expérimentation m'aide à sélectionner, à découvrir et à sélectionner mes opportunités. Puis après ça, on dit, bon, mais gars, ça, c'est l'opportunité par rapport à cet objectif-là, qui a le ICE le plus fort, le score le plus fort. C'est une méthode que vous pouvez chercher, là, elle ne vient pas de chez nous, là. Je pense que c'est Google qui est derrière ça. Puis, ICE méthodologie. Puis vous allez voir, puis ce qui est le fun, c'est que ça crée des conversations objectives autour d'idées puis d'opportunités pour les sélectionner. Ouais. Puis là, on va l'exploiter, on va la mettre en mode opérationnel, on va l'exploiter, on va la livrer. Puis encore là, des fois, on va se demander, c'est quoi le plus petit incrément fonctionnel que j'ai besoin pour que ça ait de l'impact? Mais, puis je le mets, puis je l'exploite, puis je l'utilise. Oui, je comprends. Tu réponds à ta question? Absolument, très, très bien. Je me demandais aussi comment, tu sais, l'innovation, ça peut être flou, ça peut être chaotique, on s'entend. Comment vous arrivez précisément à l'intégrer dans la stratégie? Puis, tu sais, quel mécanisme? Puis aussi, je veux faire un parallèle avec cette question-là, avec le data. Puis, tu sais, l'importance du data, justement, dans l'innovation pour pouvoir mesurer les potentiels, mesurer les gains, mesurer l'impact aussi.
Donc, je vais prendre ta question en deux points. Que le premier, c'est, je veux juste rassurer aussi les gens. Tu sais, il ne faut pas penser que l'innovation, quand je dis l'innovation, tu sais, c'est quoi les véritables innovations pures que la presse a faites là, tu sais, dans les 15 dernières années? Tu sais. C'est sûr que quand on a voulu créer la Presse Plus, tu sais, les outils n'existaient pas pour faire ça. Tout le monde nous disait que c'était impossible de faire une édition comme ça chaque jour avec une équipe de 15-20 personnes. On a dû innover, on a des brevets, des trucs. Il y a eu l'innovation pure. Tu sais. Ouais. Mais je te dirais que 99% de notre innovation, c'est c'est plus des innovations de procédés ou de processus où qu'on amène, il y a des outils qui existent, où on ajuste un petit truc, où on s'inspire par quelqu'un qui a déjà fait ça ailleurs ou d'une autre façon. Tu sais, souvent, ça commence par de la veille. Tu sais, puis ça commence par c'est quoi les best practices. Puis j'ai l'impression des fois d'être un peu, je sais pas c'est quoi en français, scavenger, quelqu'un qui ramasse les meilleures idées un peu partout, tu sais. Donc, ça commence avec un problème, puis qu'est-ce qui existe qui pourrait solutionner ce problème-là? Puis des fois, tu n'as pas besoin de réinventer. Tu sais, ça marcherait pour ça ici. Ouais. Ou cette idée-là qu'on a faite là, ça fonctionnerait là ici. Tu sais. Donc, pour moi, l'innovation, il y a 3 niveaux de maturité, puis ça ne vient pas de moi non plus. Là. Il y a l'innovation pour faire du nouveau, that's it, that's all, puis habituellement, ça ne donne rien. Il y a l'innovation qui solutionne un réel problème client. Oh, là, tu es rendu à quelque chose ailleurs, c'est intéressant. Mais pour moi, le niveau que tu dois aller, c'est une innovation qui crée quelque chose de nouveau, qui solutionne un problème client et qui est aligné avec un modèle d'affaires de ton entreprise, un besoin de ton organisation, ainsi de suite, qui t'amène vers ta stratégie, ainsi de suite. T'sais. Là, on est quelque part ailleurs. T'sais. Donc, s'assurer qu'on est là, puis on part donc souvent avec des objectifs stratégiques. On serait meilleur si on augmenterait de temps l'engagement de nos lecteurs dans nos articles ou la portée de nos lecteurs sur ce produit-là. On serait meilleur si cette clientèle-là qui ne trouve pas nos produits intéressants les trouverait intéressants. Donc, qu'est-ce qui manque pour que ça marche, ainsi de suite. T'sais. Ou on serait meilleur si on avait des nouveaux produits publicitaires qui nous rapporteraient tant de revenus. Puis de là, on met les équipes, comment on pourrait attaquer ça. T'sais. Pour la donnée, il y a la partie de ta question de ta donnée, il y a 2-3 trucs là-dedans. Il y a de la donnée peut aller valider une hypothèse ou mesurer où tu es rendu dans ton progrès. Parce que, par exemple, on a une équipe qui essaie d'augmenter la portée et l'engagement. Fait que c'est sûr que la donnée nous éclaire si on est dans la bonne direction ou pas. Ce qui est le plus difficile avec la donnée à un moment donné, c'est que vite, ça t'inonde. C'est de la faire parler avec quelque chose qui t'amène, j'ai envie de dire, de la connaissance métier. Notre défi, par exemple, présentement, on a beaucoup de données à la presse, mais est-ce qu'on a de la donnée présentement qui nous aide vraiment à améliorer notre journalisme ou comment on écrit nos articles? Pas tant que ça. Ouais. On se fait tout prendre. Puis même moi, au niveau produit, à un moment donné, j'ai un beau tableau de bord, je regarde comment ça fonctionne, je vois mes indicateurs, mais tout va bien, Madame la Marquise. Mais je suis capable de dire vraiment pourquoi ça va bien. Mm-hmm. Il y a plus de monde, on a augmenté le nombre d'articles lus. Pourquoi on a augmenté l'article lus? Ce qui est le plus difficile avec la donnée, c'est d'y amener des véritables insights, qu'elle ne soit pas juste en train de mesurer une température. Fait que des fois, c'est super facile, la température de l'eau, ça te donne c'est plus chaud, c'est plus froid, ça augmente, tant mieux, tout va bien. Mais le pourquoi que ça va bien qui est le plus difficile à y faire faire. Alors là, ça prend encore là de l'humilité, ça prend des gens data qui s'intéressent au métier, à comprendre le défi, puis comment on va le faire. Puis là, il faut commencer à arrêter de regarder des moyennes. Il faut commencer à regarder peut-être des cohortes d'utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs ou comprendre pourquoi. C'est aller au-delà de la donnée. Pourquoi? Pourquoi ça a augmenté? Pourquoi ça a diminué? C'est ça qui est excessivement difficile. Puis il y a plusieurs facteurs qui influencent ça aussi. C'est pas tout à noir et blanc. C'est ça. Puis donc, c'est ce qu'il y a le plus dur, je trouve, avec la donnée, c'est que tu dois quand même garder tes intuitions et te servir de la donnée pour aller valider des trucs. Mais comment on la fait parler pour qu'elle nous donne des vrais insights sur la conduite de nos opérations, de nos produits, de ce qu'on fait. C'est excessivement difficile. Ouais. Puis après 20 ans à piloter des transformations continuellement, comment toi, tu continues justement à apprendre puis à t'adapter dans toute cette évolution-là, puis les possibilités qui s'offrent à nous, les innovations qui arrivent sur le marché aussi?
Dans mon conférence, premièrement, j'utilise une analogie. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est une photo, c'est un bonhomme qui court sur des dominos. Ouais, c'est très bon. Puis pendant qu'il court sur les dominos, il y a donc, imaginez une série de dominos là, qu'on fait tomber, là, comme on voit dans les jeux, je sais pas, les gens qui ont la patience de faire ça. Ça m'émerveille, là, mais il y a 40 dominos, disons, et le bonhomme, il est debout sur un domino qui est pas encore tombé. Derrière lui, peut-être 4 dominos à l'arrière, les dominos sont tombés. Puis devant lui, il y a une grande série de dominos qui ne sont pas tombés. Okay? Puis j'aime cette analogie-là parce que pour moi, pour une organisation, surtout nous autres, on est un OBNL, on n'a pas... Alors, les dominos qui tombent, ce sont des paradigmes. Okay? Ça peut être des compétences, ça peut être des paradigmes. L'idée d'un entrepreneur, d'un gestionnaire, c'est que tu veux être sur des dominos, tu veux être en adéquation avec ton marché, tu veux être en market fit, tu veux être sur un domino qui est debout. Puis tu ne veux pas être dessus quand il commence à tomber. Il faut que tu sois sur le prochain, il faut que tu l'aies vu venir, right? Le défi, c'est de ne pas être sur 10 dominos en avant, puis jamais sur des dominos qui sont tombés. Alors, quand tu reviens à la question, moi, je vois la même chose. Si j'essaie de regarder, je suis curieux de nature, c'est sûr, tu sais. Mais j'essaie de ne pas m'étourdir non plus par regarder des affaires qui vont avoir de l'impact peut-être dans mon marché juste dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Tu sais, j'essaie d'être beaucoup plus humble là-dedans, puis de regarder c'est quoi mes menaces pour les 3 prochaines années. C'est quoi mes opportunités pour les 3 prochaines années. Donc, regardez ça plus au niveau méta. Je reste curieux. Je regarde les autres produits. À chaque fois, je regarde que ce soit un produit d'information concurrent ou semblable à la presse ou un autre type d'application. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est inspirant? Pourquoi j'ai accroché dessus? Pourquoi j'ai aimé ça? T'sais? Donc, la curiosité. Je suis un gars très, très curieux. Et je te dirais que c'est peut-être ça ça s'est jamais... j'ai jamais été au bout de ma curiosité. Alors, je pense que ça prend un modèle mental qui aime apprendre, peut-être. Puis en même temps, je te dirais que l'humilité aussi de dire je ne peux pas me lancer dans chacune des nouveautés jusqu'au fond. Fait que je vais aller des fois expérimenter des trucs, un paquet de trucs. J'aime mieux à la fin de l'année avoir expérimenté 10 trucs. Ouais. Ou avoir eu une formation. Tu te rappelles, quand on était à Rwanda, il y avait un gars qui présentait 10 idées. Ouais, 10 idées ça, c'est hier. super trippant parce que tu vois, c'est un aperçu. Celle-là m'intéresse. Celle-là, je vais la creuser. Ouais. Donc, j'essaie d'être exposé au maximum de trucs, de regarder à quel point c'est intéressant pour moi à court ou moyen terme, être sûr que je comprends l'impact, tu sais, ça veut dire quoi pour mes produits, ça veut dire quoi pour mes services, puis c'est ça. Donc, la curiosité. Tu vois, Antoine, il y a encore un fil conducteur. Notre premier épisode, on parlait de curiosité, Absolument. Puis là, Jean-Marc, il revient avec la curiosité. C'est intéressant, intéressant. Ouais. Ben, tu sais, dans l'innovation, je pense que tous ceux qui veulent innover doivent être curieux aussi par défaut, puis c'est de s'inspirer de plusieurs idées, en faire des connexions. Puis tu réussis à faire une belle job quand ta gang, ton équipe autour de toi est en train de faire la même chose, puis t'exposes. Tu sais, moi, j'ai des gens autour de moi qui vont m'arriver à toutes les semaines. Là, hey, j'ai essayé tel truc, j'ai expérimenté telle affaire, j'ai fait tel truc avec ça. Puis là, je fais comme je suis émerveillé. Mais si en plus cette curiosité-là est autour de toi, tu es en train de faire quelque chose de bien. Ah, clairement, absolument. Tu sais, si tu avais à parler à un nouveau gestionnaire, un nouveau leader qui arrive en poste, ça serait quoi le meilleur conseil que tu lui donnerais pour amener de l'énergie, de l'inspiration? La première chose que je leur dis tout le temps, c'est t'as le permis pour un an d'être niaiseux. On est une organisation. Faut avoir peur du ridicule. Pose des questions, essaie de comprendre notre contexte. L'erreur que je vois souvent avec les jeunes qui arrivent, c'est qu'ils veulent tout de suite être utiles puis créer des solutions, puis qu'ils arrivent avec un marteau puis ils cherchent des clous. Viens regarder mon environnement. Hey, les gars, je suis désolé, mais il va falloir qu'on arrête bientôt parce que je vois l'heure qui passe. Puis je suis attendu à... Oui. Ben, on va terminer ça sur la dernière petite question. Selon toi, c'est quoi qu'est-ce qui est le plus important pour innover en organisation? Avoir l'oreille sur les rails. L'humilité, puis comprendre que ta recette gagnante d'aujourd'hui ne sera pas ta recette gagnante de demain. Je pense que ça termine super bien. Écoute, j'aurais pu continuer des heures, C'était vraiment passionnant. T'es passionné, puis j'adore discuter avec toi. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir rencontré. Merci de ton partage. Merci de ton partage. Vraiment intéressant. A1. Grand plaisir, les gars. Écoutez tout le monde, puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Au revoir.